Daouda Karaboué, bonjour. Bonjour. Alors, de votre Côte d'Ivoire natale au podium mondiaux et olympique avec l'équipe de France, on peut dire que vous en avez parcouru du chemin. Malgré une posture réservée et un air que certains ont pu trouver nonchalant sur le terrain, vous avez su vous métamorphoser pour devenir un mur infranchissable que l'on connaît. Normal avec un tel gabarit, sans oublier ce look qui détonne et ce sourire qu'on a automatiquement envie de vous rendre. Daouda, bienvenue dans Facecam. Merci bien. Alors, bien avant votre parcours sportif et les succès que l'on connaît, tout a commencé pour vous en Côte d'Ivoire, c'est là que vous êtes né. Alors, comment était Daouda Karaboué enfant? Daouda Karaboué enfant, donc je pense que un garçon comme tous les autres en Côte d'Ivoire, la plupart des jeunes garçons, ils ont envie de jouer au football, de découvrir la vie et bien sûr un peu moins d'école et plutôt d'école buissonnière, mais fin de la vie, de découvrir et de fin de sport surtout. Alors, quel sport vous passionnait plus? Parce que quand on est jeune, c'est souvent le football. Est-ce qu'il y avait d'autres disciplines aussi qui vous passionnaient? Alors comme tout Ivoirien, enfin comme la plupart des jeunes garçons en Afrique, le premier sport c'est le football, quoi, comme un peu partout dans le monde entier. Mais pour moi, c'était la référence, c'était l'équipe de football de Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment le sport par lequel, c'est par cette porte-là que je suis rentré et j'ai découvert d'autres sports. J'ai découvert le rugby, mais donc toujours à fond passionné par le football. Et il y a eu juste la chance que j'ai eu de venir en France ou de venir en Europe qui m'a permis de découvrir un autre sport qui est le handball, qui pourtant en Côte d'Ivoire avait récolté pas mal de médailles pendant des années. Je n'étais même pas au courant, j'ai découvert tout ça en arrivant en France. Alors forcément, vous l'avez dit, en Côte d'Ivoire, quand on dit football, on parle des éléphants. Yes. Et quand on parle des éléphants, forcément, impossible de ne pas parler du sacre de 1992. La première CAN remportée, c'était au Sénégal. Au Sénégal, exact. Ouais. Très bon souvenir pour vous, non? Très bon souvenir, puisque bien sûr, déjà j'avais l'esprit de compétition et on espérait, je voyais toute la ferveur qu'il pouvait y avoir derrière les éléphants, donc comme tout le monde, je m'y suis mis aussi. Et arrivé en France à l'âge de 10 ans, quelques années après, j'apprends que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique, et sachant que tous mes oncles, toute la famille, tous mes proches rêvaient de ça depuis tout gamin, donc j'ai partagé ce moment-là avec ma famille qui était à distance, mais sinon, quand je suis rentré en vacances, on a profité de ces moments-là. Là, je viens de voir le tir au but, je crois que c'est l'un des plus grands tirs au but, enfin, une période de tir au but qui est... Des séances de tir au but. Ouais, jusqu'à 11-10, je crois, il me semble. Ouais. Énorme. Ouais, c'était... En tout cas, pour la Côte d'Ivoire, ça a été énorme. Alors, il y a d'autres souvenirs marquants comme ça qui remontent dans le temps et qui vous touchent particulièrement. Pas forcément dans le football, il y a aussi la boxe. Et oui. Ce fameux combat entre Mohamed Ali et Georges Foreman. Ouais, tout ça, ce ne sont que d'anciens souvenirs en fait. Ce sont mes oncles, mes grands cousins, tous ceux qui passaient à la maison et qui parlaient de sport. Longtemps, on a parlé de ce combat mythique et qui vantait le retour des enfants d'esclaves qui revenaient sur leur terre et à travers le sport. Donc c'était pour nous, enfin moi, ça me donnait de vraies orientations et ça me parlait assez. Et c'est en grandissant que j'ai encore mieux connu Mohamed Ali et Cassius Clay, donc de son nom d'origine. Et donc, ouais, je suis devenu fan. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui vous plaît chez Mohamed Ali? C'est cette force de caractère, de conviction. Il arrive à rassembler les gens. C'est devenu une icône, pas uniquement dans son sport, mais c'est devenu une icône internationale, quoi, pour tous les sportifs, pour tous les êtres humains. Alors, Mohamed Ali, c'est un sportif qui a dépassé le cadre de son champ d'action, qui était le ring, pour vraiment, on va dire, avoir une portée internationale, porter un message humain, sociétal. Est-ce que pour vous, c'est important, quand on est sportif, quand on atteint une certaine stature, de véhiculer ce genre de message, de valeurs aussi? Déjà, le sport est plein de valeurs. Donc, c'est une éducation qui nous apprend à défendre ces valeurs. Si on ne le fait que uniquement sur le terrain, je pense que ça perd tout son sens, quoi, parce que on dit que le sport est l'école de la vie, donc ces valeurs, on doit aussi les défendre en dehors du terrain.
chose qu'il a très bien faite, notamment pour la cause noire, bien sûr, mais pas que pour la cause noire, la cause féminine et pour les enfants. Donc, et il ne faut pas oublier non plus qu'il s'est battu aussi pour démontrer que les Vietnamiens n'étaient pas tant des ennemis que ce que les États-Unis voulaient bien faire croire, quoi. Alors, on va revenir sur votre parcours, parce que comme vous l'avez commencé à dire, vous êtes certes né en Côte d'Ivoire, mais vous êtes venu très jeune en France, à l'âge de 9-10 ans. Comment ça se passe, le changement de vie comme ça, de passer d'un continent à l'autre, quand on est un jeune garçon? Quand on est un jeune garçon, je crois qu'on ne se soucie même pas de tout ça. Je crois qu'on a les yeux pleins d'étoiles, on a envie de découvrir tout ce qu'on voit à travers la télé, puisque l'Europe, l'Occident, on la voit à travers la télé au pays. Et une fois qu'on arrive ici, qu'on ait 10 ou qu'on soit majeur, on n'a qu'une envie, c'est de découvrir, de voir ce qu'on peut faire de cette nouvelle chance, cette nouvelle vie qui nous est offerte, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je continue à faire. Et du coup, pour vous, c'était quoi le plus marquant quand vous changez vous passez de la Côte d'Ivoire à la France? Le plus marquant, c'était le froid. Le froid, tout Évidemment. simplement. Bien sûr. Quand tu arrives ici, tu te rends compte que non, la température, c'est pas la même. Alors, votre quotidien, vous allez souvent le partager entre foyer et gymnase. Là, justement, là, vous touchez à différents sports. Et à un moment donné, il y en a un qui se détache par rapport aux autres, c'est le handball. Alors, le handball, c'est vraiment un parcours de circonstances, hein. C'est-à-dire qu'au foyer, donc toujours passionné par le foot, le foyer a des soucis avec le club de foot, donc on est interdit de foot. On reste donc au foyer le mercredi après-midi. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'on avait un éducateur qui était entraîneur de handball dans ce foyer. Donc nous voyons traîner comme ça le mercredi après-midi. Il nous a proposé de venir faire du sport. Et c'est là où j'ai découvert le handball. En fait, je suis tombé amoureux de ce sport aussi parce que j'avais des amis là-bas et aussi par cet esprit de famille que j'y ai découvert, chose que j'ai longtemps cherché dans le football, mais bon, peu importe, de toute façon j'étais là pour mon sport, la famille je l'avais, mais pas comme celle que je pouvais l'imaginer à travers le handball. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Donc depuis, je suis resté. Alors, le handball, ça a commencé à Mandelieu, c'est bien ça? Mandelieu à Napoule, ouais. Exactement. Et du coup, bon, le handball, il y a des joueurs de champ, mais vous allez devenir gardien. Pourquoi? Alors, j'aime souvent dire que c'est parce que je préfère gagner que de marquer des buts. Au départ, j'étais sur le champ. Certains diront que j'étais moins bon aussi sur le champ, et c'est probable. Mais on avait un gardien qui n'arrêtait pas un ballon et on n'arrêtait pas de perdre les matchs, mais des très 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 grosses défaites. C'était pas des petites défaites de 2-3 points, donc il y avait plus d'une dizaine de points. Et faire du sport pour moi, c'était aussi, bien sûr, il y a des défaites, mais on apprend aussi à gagner. Et moi, la volonté de gagner était vraiment très forte. Et je savais que je pouvais faire mieux que ce copain qui était dans la cage. Il s'est révélé meilleur sur le terrain et moi meilleur dans la cage. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à gagner les matchs et depuis, je suis resté. Gardien, c'est quand même un poste assez particulier dans le monde du handball parce qu'on voit souvent, c'est assez spectaculaire, et les joueurs qui sont très proches, les ballons qui passent très près. Il faut être un peu casse-cou pour être gardien de handball. Ah, vous êtes gentil parce que certains disent complètement fêlé du casque ou autre. Ah ouais. Non, moi je pense que c'est juste prendre conscience qu'il faut un rempart et en général les gens vont à reculons dans la cage et moi j'y suis allé plutôt naturellement, donc non. Et je dois avouer aussi que j'aime beaucoup cette notion de duel répété et sans forcément avoir un partenaire entre mon adversaire et moi, quoi. Un peu être maître de la situation, décider si ça va rentrer ou pas. En tout cas, ça ne rentre pas. On part avec cette idée-là. Évidemment. Après Mandelieu, ce sera direction Montpellier. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment là que vous vous êtes découvert, aussi peut-être quelque part émancipé en tant qu'homme et sportif? Oui, ça a continué à faire son chemin. De toute façon, mon émancipation est arrivée assez tôt, puisque
Mon père rentre en Côte d'Ivoire, je dois avoir 14 ou 15 ans. Et donc à partir de ce moment-là, l'émancipation, elle est liée. Hein. Déjà. Elle commence. Mais par contre, au moment où je suis parti à Montpellier, il est vrai que j'ai pris conscience que voilà, j'avais une vraie chance d'en faire mon métier. Quand on fait un cursus comme celui-ci, on imagine ou on souhaite au moins une réussite sociale aussi à travers cette discipline. Et ça a toujours été mon rêve depuis tout petit, que ce soit footeux ou handballeur. Donc bien sûr qu'à ce moment-là où je suis parti à Montpellier, il était clair dans mon esprit que c'était le moment à saisir et qu'il fallait y aller, quoi. C'est d'ailleurs à Montpellier que vous allez commencer à remporter le titre. Exactement. Championnat de France et des coupes aussi. Ça procure quelle sensation quand on est champion? Je dirais comme tout gamin, on a juste envie d'être champion, quoi. Champion de quelque chose. Et quand ça arrive pour la première fois, on se dit que c'est pas si mal que ça et que ce serait bien que ça se reproduise, quoi. Donc comment? On cherche, on se met à travailler, à trouver d'autres, à essayer de repousser nos limites et essayer de toujours découvrir quelque chose de nouveau, quoi. Des challenges encore plus intéressants. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à partir de Montpellier à l'époque. Alors forcément, vous l'avez dit, une fois qu'on a goûté à la victoire, au sacre, on a envie de regoûter. Vous allez remporter d'autres titres en club, aussi avec l'équipe de France. Là, on va se concentrer juste sur la partie club. Quel est le titre qui vous laisse le meilleur souvenir? Le titre qui me laisse le meilleur souvenir. Tous les titres, je sais que c'est bateau, mais tous les titres ont su pour atteindre un objectif comme celui-ci, être sur la plus haute marche du podium. Donc je ne vais pas en bouder un. Par contre, celui que je retiens, qui est, oui, bien sûr, qui a une saveur différente, c'est celle des Jeux, puisque depuis gamin, je rêve des Jeux Olympiques. Pas que j'en rêvais en tant que sportif, mais je rêvais de vivre au moins un moment des Jeux, que ce soit en spectateur ou sur le terrain. Et mes premiers Jeux, oui, ça a été, en plus de ça, de les gagner, donc ça a été un moment qui a vraiment un autre goût. D'ailleurs, justement, on va parler de l'équipe de France. 5 juin 2004, c'est votre première sélection face à la Biélorussie. Ouais. Ça fait quoi de porter le maillot de l'équipe de France? Alors c'est quelque chose de... c'est un poids, puisque c'est le maillot de toute une nation et de grands qui sont passés avant nous, qui nous ont inspirés, puisque moi j'ai connu les Barjots à l'époque, et donc ce sont eux qui nous ont inspirés. Et ça a été aussi un long parcours du combattant, puisque à l'époque, à mes 18 ans, j'entame une démarche... les démarches pour devenir français et parce qu'à l'époque, donc les règles étaient qu'on ne pouvait pas avoir autant d'étrangers sur le terrain, donc le fait de garder ma nationalité ivoirienne m'empêchait de trouver du travail, et donc ma double nationalité me permettait d'avoir encore d'autres possibilités d'évoluer. C'était sans penser à un jour évoluer en équipe de France, c'était surtout avoir une vraie possibilité de m'épanouir de mon travail. Et donc en 2004, j'obtiens cette naturalisation, presque quasiment 10 ans après, quoi. Et donc directement ma première sélection en équipe de France. Et c'est vrai qu'on est quand même assez fiers. On a vu le parcours des Barjots. Pour moi, c'était une vraie référence. Et donc de pouvoir jouer avec celui qu'on identifiait comme la référence au niveau du handball français, qui était Jackson Richardson. Pour moi, c'était une vraie chance, et que j'allais vraiment pas bouder non plus, quoi. Et sachant surtout il était surtout sur la fin de sa carrière. C'est ça. J'ai fait d'ailleurs, c'est la seule compétition qu'on a faite ensemble, et juste après ça, il a arrêté sa carrière. Donc oui, c'était en 2000. Donc ouais, j'ai pas fait les Jeux d'Athènes, j'ai fait par contre le championnat du monde. Exactement. Vous allez faire des championnats du monde, 2 Olympiades.
2008. 2 Olympiades. Et 2012. Et après, oui, en fait, à partir de 2004, tout s'est enchaîné jusqu'à 2013. On va dire que c'est peut-être la plus belle période, non? Non, parce que les périodes avant ma naturalisation étaient magnifiques aussi, je vous assure. C'était que de la découverte pour un jeune qui déboule d'Abidjan, le jeune d'Adjamé, comme on aime blaguer avec les copains. C'était que de la découverte et que du bonus, et je sentais que je m'enrichissais, que je grandissais. Donc tous ces moments-là étaient aussi forts que ceux que j'ai pu vivre en tant que professionnel d'ailleurs. Et quand vous êtes sur le podium olympique, que ce soit en 2008 ou en 2012, est-ce qu'à un moment donné vous vous dites waouh, je fais un truc de fou là quand même, je viens de la Côte d'Ivoire, le gamin d'Adjamé comme vous dites, et je suis maintenant champion olympique? Non, je me dis pas que je fais un truc de fou, parce que je me dis que c'est un moment exceptionnel, mais je suis conscient du temps qu'il a fallu, des moyens qu'il a fallu, des sacrifices qu'il a fallu, que ce soit auprès de la famille, des amis. Donc, non, juste conscient que ça a un prix, tout ça, quoi. Ça a un prix, et que tous ces beaux moments ont un prix énorme. Donc, juste satisfait du parcours, mais encore plus fin de la suite. Ouais. Oui, bien sûr, encore plus fin de la suite, puisque... en fait, pendant toute ma carrière, j'avais les crocs, on va dire. J'ai été longtemps dans l'ombre de Thierry Omeyer, et j'ai quand même un esprit assez compétiteur, et c'était pas facile pour moi de rester dans l'ombre. Et j'avais toujours à cœur de montrer que les choix qui étaient faits n'étaient peut-être pas les bons. Pas que les bons, parce que Omeyer a été très fort, il a été très bon pour l'équipe de France, et il nous a permis de remporter énormément de titres. Mais par contre, que les choix qui étaient faits, mon statut n'était pas un statut de numéro 2. Ouais. J'ai jamais été un remplaçant, donc par contre, c'est le rôle qui m'a été attribué. J'avais à cœur de toute façon, si j'accepte un job, je le fais à 100%, et celui-ci c'était ça, mais j'avais aussi à cœur de démontrer que je n'étais pas qu'un remplaçant, et que je pouvais être aussi jouer les premiers rôles. Ouais. Vous étiez quoi alors, une sorte de numéro 1 derrière un extraterrestre? Si, il était extraterrestre, donc faut imaginer que je vienne aussi d'une autre galaxie. C'est pas mal. Alors, après quasiment près de 20 ans de carrière, vous allez finalement prendre votre retraite. Vous allez vous reconvertir. Exact. Dans la formation. C'est ça, ouais. L'idée était d'arrêter ma carrière et de rentrer en Afrique, rentrer en Côte d'Ivoire. Ouais. Rejoindre ma famille, mais aussi sur des projets tels que mon association qui lutte pour qui vient en soutien pour les jeunes sportifs en Côte d'Ivoire, mais aussi qui soutient un orphelinat et une pouponnière. Mon projet était de rentrer dans l'agriculture. On a des terres dans la famille, et c'était plutôt de cultiver la terre. J'ai eu la chance, j'appelle ça la chance, puisque je me projetais vraiment pas de devenir entraîneur ou d'entraîner. Et c'est Eric Quintin, donc comme je disais tout à l'heure, les Barjots, qui sont nos grands frères, et qui m'a proposé de venir le rejoindre un jour lors d'un stage de l'équipe de France jeune, et de m'occuper de ses gardiens. Et là, il y a eu un déclic. J'ai passé 3 semaines au total avec ces jeunes, et depuis l'envie de transmettre, de voir évoluer les jeunes, de les accompagner a été plus forte que mon besoin de rentrer, de cultiver ma terre. C'était quelque chose que je faisais déjà aussi un petit peu à travers mon association. Bien sûr. Mais c'était vraiment que ponctuel et occasionnel, alors que là, il y a un vrai suivi, il y a des objectifs, c'est bien plus complet. Et à côté de ça, vous avez aussi un rôle d'ambassadeur du handball en Afrique? J'ai eu donc, oui, après ma carrière, donc l'opportunité d'intégrer cette convention entre la Fédération française et la Confédération africaine de handball,
qui travaille en Afrique pour le développement du handball. Et c'est vrai que de me mettre dans ce projet, c'est là où je me suis aussi épanoui. Donc là, on fait de la formation de cadres en Afrique, dans les pays. Que ce soit là, je vois les images de la Côte d'Ivoire, c'est Ananda, c'est le Niger. Donc voilà, on voyage pas mal, mais on essaye de transmettre tout ce que le handball nous a donné. Et enfin, je me rends compte que la plupart de ces pays sont hyper passionnés. La plupart de ces pays sont hyper passionnés. En fait, le handball est une discipline qui est très pratiquée en Afrique. Alors, avant de se quitter, Daouda, la question qu'on pose forcément à tous nos invités, quand on voit leur parcours, leur palmarès, vous, quand vous voyez tout ce parcours que vous avez eu, là où vous en êtes maintenant, puis là où vous êtes parti, qu'est-ce que vous vous dites quand on regarde dans le rétroviseur? Ouais, je regarde de temps en temps dans le rétroviseur. Je préfère regarder devant quand même. Comme tout le monde. Donc oui, de temps en temps dans le rétroviseur, je me dis que c'est un parcours sympa. Comme tout le monde, quelques erreurs, mais un parcours très enrichissant et qui me construit, qui continue à me construire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai à cœur que ce parcours me permette de mieux transmettre, de mieux donner, de mieux partager avec que ce soit mes homologues ou mes petits frères et petites sœurs, quoi. En espérant qu'ils vous écoutent pour vous prendre comme modèle et ramener des titres. Le sport c'est une chose, mais voilà, qu'ils deviennent de bons hommes ou de bonnes femmes. Ce sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Merci beaucoup Daouda pour cet entretien. Merci à vous, c'était un plaisir.